Abel Kingé, Ernest Wandji et Mounier prennent fuite et ils vont se cacher en combat. En combat et encore sous administration britannique. Donc les Français demandent, les Français ont tenté, on va dire quoi, les réseaux Foucault ont tenté d'aller les assassiner là-bas. Mais ils sont allés à Bamenda, ils étaient mal renseignés, et ils ont incendié l'immeuble du parti de Ndé Toumanzi, qui était le leader de One au Cameroun Party, la version anglophone de l'UPC. Ils ont brûlé l'immeuble, il y a eu des morts, mais Moumi n'était pas là, ils étaient en combat. Et on a demandé de les expulser. Donc ils se sont retrouvés d'abord au Soudan, ensuite en Égypte, et plus tard, ils se sont éparpillés entre Conakry et Accra, au Ghana. Donc voilà. Mais on les pousse à la clandestinité. Et ils ne sont pas partis, parce que je vous donne un exemple avec l'actualité pour que vous compreniez mieux. Si on empêche Maurice Kamto d'être candidat, vous pensez que les gens qui le soutiennent vont dire merci, bonne nuit, allez-y. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé pour l'UPC. Parce que l'UPC a été dissous. Ensuite, l'UPC a été interdit d'élection, celle du 23 décembre 1956, donnant naissance à une assemblée législative, une première au Cameroun. Parce que nous avons eu 3 assemblées au total. On a eu la première, c'était l'ARCAM, Association de représentants du Cameroun. C'était rien du tout, il ne s'est passé rien là-bas. Ensuite, on a eu l'ACAM, l'association territoriale. Là encore, on avait un petit droit de regard sur le budget, mais le dernier mot revenait au gouverneur. Mais la première assemblée a disposé véritablement des lois, comment on va dire quoi, de la capacité de voter des lois. C'est l'ALCAM, l'Association législative du Cameroun. Mais l'UPC, qui représentait les nationalistes, est interdit de scrutin. Ils ont décidé de boycotter. Voilà la naissance du mec. Mais M. Jean-Pierre Dupont, il s'est dit qu'à l'ALCAM, ALCAM et autres, qui se tenaient, parce que vous l'aviez dit, c'était en territoire français et non en territoire camerounais. Toutes ces assemblées-là. Non, nous sommes... il n'y a pas de territoire français. La France a reçu un mandat des Nations Unies pour accompagner, parce que les Nations Unies, ils n'ont pas un pays, ils n'ont pas un gouvernement. L'Assemblée nationale des Nations Unies qui a vu le jour sur les cendres de la Société des Nations. Parce qu'on avait d'abord la Société des Nations, ensuite on a eu à partir de 1946 l'Organisation des Nations Unies, qui confie à la France le mandat, la tutelle, d'accompagner le Cameroun jusqu'à l'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance. Donc ce n'est pas un territoire français, c'est un territoire de l'ONU dont on a confié la mission à la France. C'est pas la même chose. Je vous ai dit que le Cameroun et le Togo avaient des statuts particuliers. Le Cameroun était un État associé à l'Union française. Justement, parce que vous aviez les réclamations portées à l'ONU par Oumnobé, l'une des revendications, c'était que le Cameroun soit doté de son Assemblée nationale et soit capable de voter elle-même ses propres lois. Oui, la première d'abord des revendications de Oumnobé, c'est la dissolution de la résolution de l'ONU ayant confié à la France la tutelle, etc. Mais l'autre résolution, l'autre proposition, c'était qu'on crée un conseil de gouvernement. Voilà ce que disait Oumnobé, vous pouvez voir ça sur YouTube. Oui. Voilà, un conseil de gouvernement, parce qu'il estimait que les Camerounais étaient suffisamment matures pour s'occuper de leurs propres affaires. C'est comme vous qui me parlez, vous travaillez et on paye votre salaire dans mon compte. Vous allez dire à votre patron, attends, mais c'est au nom de quoi? Si je suis suffisamment grand pour travailler, mais payez-moi mon salaire dans mon compte. Pourquoi vous payez mon salaire dans le compte d'autrui? Mais justement, parce que, d'après l'histoire, il se dit que les affaires du Cameroun se discutaient en territoire, c'est-à-dire sur le sol français, en France, et pas au Cameroun. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais des territoires. Non, vous parlez des assemblées. Nous sommes après... Voilà, nous sommes après la conférence de Brazzaville. Nous sommes après... comment on appelle ça, depuis toutes ces assemblées, on envoyait les conseillers là-bas. C'est-à-dire que le fait que les Camerounais soient représentés aux assemblées en France, le premier qui va aller là-bas, c'est André-Marie Bida. Après, on aura des gens comme Alexandre Douala Mangabel. Mais c'est un signe d'ouverture pour dire que, bon, venez discuter des questions. On ne va plus les discuter sans vous.
venez discuter de ces questions. On a même lu Paul Oudjoula qui va y aller en tant que député du Cameroun, tout en étant ministre dans un gouvernement français. Mais il se dit également que M. Jean-Pierre Dupont, il y avait des Camerounais qui étaient pour, dans ces assemblées, qui étaient pour que le Cameroun reste sur le joug colonial. Oui, André Marin-Bida, par exemple. C'est ce qui va causer sa perte. Lui, il voulait, parce que c'est à lui que nous devons l'organisation administrative d'être divisée en provinces. C'est son idée. Le fait que les Camerounais soient divisés en provinces, c'est lui. Nous lui devons le drapeau, nous lui devons l'hymne national. C'est ça qui va coûter sa perte. Parce qu'il n'a pas compris que la France a évolué, il fallait évoluer avec elle. Oui, il voulait l'indépendance, mais pas comme ça. Il voulait une vraie indépendance, pas une indépendance nominale. Mais les Français, il y a eu ce que j'appelle une double méprise. Les Français l'ont mis là-bas pour jouer les figurants. Un peu comme ce qui se passe entre Cabral Libye et le RDPC. Et le RDPC l'a mis là-bas pour jouer au guignol, et maintenant, il veut s'émanciper de la tutelle et interpréter sa partition. André Marin-Bida, c'était pareil. On l'avait mis là-bas parce qu'il n'avait pas à être là-bas. S'il fallait tenir compte de la stricte logique de l'arithmétique électorale issue des urnes du 23 décembre 1956, c'est Ahidjo qui aurait été Premier ministre. Parce que le parti d'Ahidjo, nous sommes sous un système parlementaire. Le parti d'Ahidjo, l'UC, Union camerounaise, à ne pas confondre avec l'UNC, qui ne verra le jour que plus tard, en 1966, en absorbant tous les autres partis politiques qui existaient au Cameroun. Donc lui, c'est le parti d'Ahidjo, comptait 31 sièges au sorti des élections du 23 décembre 1956. André Marin-Bida, son parti, les démocrates du Cameroun, en comptait 20 sièges. Donc vous voyez que Ahidjo a un écart de 11 sièges sur André Marin-Bida. Mais c'est André Marin-Bida qu'on va désigner comme Premier ministre. Voilà. Mais pourquoi? Parce que les colons estiment, parce que Ahidjo, c'est un nordiste, il est musulman, il a fait l'école coranique, le Nord Cameroun économiquement, et c'est le rapport que fait le gouverneur Pierre Mesmer. Le ministre d'Outre-mer, c'est-à-dire ministre des colonies en France, s'appelle Gaston Defferre, maire de Marseille, etc., futur ministre d'Intérieur de Mitterrand. Il lui demande, bon, qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il ne faut pas qu'il perde le Cameroun en le confiant à quelqu'un comme Bébé Ehidi, qui est ami avec les UPCistes. Il lui dit, bon, voilà, il dit, voilà ce qui se passe. Le Nord Cameroun est majoritairement islamisé. Ce qui n'est pas vrai, parce que je suis du Nord, je suis chrétien. Il y a des animistes là-bas. Les musulmans ne sont pas nombreux. Mais voilà ce qu'on dit au gouverneur. On lui dit, voilà, le Nord Cameroun est majoritairement peuplé d'arabo-musulmans. C'est la partie du pays qui est économiquement moins fiable, ce qui n'est pas faux à l'époque, et même aujourd'hui. André Marin-Bida est du Sud. C'est un catholique, il a les mêmes habitudes que nous, il parle 12 langues, etc. Il est pro-occidental. Donc c'est comme ça qu'on décide de confier l'information du gouvernement à André Marin-Bida, contrairement à la logique de l'arithmétique électorale. Voilà. Mais André Marin-Bida va tourner kazakh, parce qu'il va commencer à faire des choses. Tous ces pays, vous prenez la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils n'ont pas de premier ministre. On les appelle les chefs de conseil. Mais au Cameroun, André Marin-Bida va demander à obtenir le titre de premier ministre. Et il a raison, parce que c'est un système parlementaire. En France, on a un premier ministre, mais là-bas, il est désigné sous le titre du président du conseil des ministres. Parce que la France aussi est sous ce système parlementaire avec un président qui inaugure les chrysanthèmes. Mais il détient un pouvoir tout à fait symbolique et protocolaire. Donc, mais au Cameroun, la chose est différente. Donc André Marin-Bida demande des choses et il les obtient. Il commence à gêner les colons. Donc il faut se débarrasser de lui. Parce que les colons ont compris que malgré la breveté de l'existence légale de l'UPC, 10 avril 1948, 13 juin 1955, il n'y a que 7 ans. Mais les idées de l'UPC ont gagné le cœur des Camerounais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne veut pas de l'UPC parce qu'ils ont un penchant communiste et marxisant. On va se débarrasser de l'UPC, mais on va appliquer les idées de l'UPC sans l'UPC.
C'est fascinant, c'est très fascinant tout ce que vous dites, monsieur Jean-Pierre Dupont. Mais on va essayer de comprendre. Pendant que Félix Moumié et Abel Kingé ont pris la fuite par le Northern Cameroun, est-ce que... Non, non, c'est pas le Northern Cameroun, c'est le Southern Cameroun, parce que le Northern Cameroun était carrément au nord chez moi. C'est ceux qui se sont rattachés au Nigeria. Si vous allez dans des parties comme Yola aujourd'hui, tous ces endroits, ça appartenait au Cameroun. C'est ce qu'on appelait le Northern Cameroun. Il faut expliquer aux plus jeunes que quand la France et la Grande-Bretagne boutent conjointement l'Allemagne en dehors du Cameroun, on va donner les 4/5 du territoire camerounais parce qu'à l'époque, le Cameroun a plus d'1 million de kilomètres carrés. Parce qu'aujourd'hui, on est quoi, 475 000 kilomètres la superficie. À l'époque, on était à plus d'1 million. Des endroits comme Fort Lamy au Tchad, N'Djamena, c'était le Cameroun, en Centrafrique, etc. Depuis 1911. Donc, quand on se sépare des Allemands, la France va hériter des 4/5 du territoire du Cameroun. Le 5e du territoire va revenir à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ne veut pas créer une nouvelle colonie parce que ils ont déjà une colonie à laquelle ils tiennent le Nigeria. Donc, à l'époque, on va parler des 3 Cameroun. Si vous allez vous revisiter les archives des instances internationales, on disait des Camerouns. 3 Cameroun. Vous avez le Cameroun oriental, c'est-à-dire francophone, et la partie, le 5e dont ont hérité les Britanniques, est divisée en 2. Le Cameroun méridional et l'autre Cameroun. Donc on a le Northern Cameroun, c'est-à-dire au nord, là-bas carrément, et puis le Southern Cameroun, ce qui constitue aujourd'hui les 2 provinces du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà, donc quand vous dites le Northern Cameroun, ça veut dire que c'est tout au nord. Donc ce qui est devenu aujourd'hui le nord-ouest et le sud-ouest, c'est ce qu'on appelait le Southern Cameroun par opposition à la partie anglophone. Parce que si vous regardez la carte du Cameroun, nous avons une longue frontière avec le Nigeria. Donc c'est cette partie qui va être appelée le Northern Cameroun et qui va choisir d'être rattaché au Nigeria à la faveur du plébiscite de février 1961. D'accord, monsieur Jean-Pierre Dupont. Mais pendant ce temps, comme vous aviez rappelé, Félix Moumié, Abel Kingé s'enfuit par le Southern Cameroun pour rejoindre Kumba, où se trouve cependant au sein des Afanda, Oungli Massaga et Ernest Ouandjié. Non, au sein des Afanda, ouais, lui, il a entamé le marquis dans la Sénaga maritime. Donc, lui, à l'époque, au sein des Afanda, nous sommes en 1900, on est avant les années d'indépendance, hein. Nous sommes en 56-57. Le Cameroun n'est pas indépendant. Au sein des Afana, il est entre la France, le Ghana et la Guinée. Il n'arrivera au Cameroun que dans les années 60, après les indépendances. Après Moumié d'ailleurs, pardon, après Ouandji. Parce que Ouandji va arriver au Cameroun en 61. Où Moumié a été empoisonné le 3 novembre 1960. Moumié est président de l'UPC. Et à sa mort, on a 2 vice-présidents, Abel Kingé et Ernest Ouandji. Et le directoire de l'UPC décide de désigner. Parce que tous ces gens, ils avaient une méthode démocratique, hein, y compris la résistance intérieure et la résistance extérieure. Donc on désigne Ernest Ouandji président de l'UPC en lieu et place de Moumié mort assassiné. Or, Castor Ossandé Afana n'est pas au Cameroun. Il viendra après Ouandji et il va créer le maquis de l'Est, le front de l'Est. Mais il va passer par le Congo, à la suite du coup d'État qu'on fait à l'abbé Fubé-Ulu. Le gars qui arrive là-bas, Massamba Deba, il est favorable aux thèses des nationalistes camerounais. Donc, ça sera une base aérienne pour les nationalistes. Et c'est comme ça qu'il traverse à pied et il vient là-bas où il va créer le maquis. Voilà. Mais à l'époque des faits dont nous parlons, nous sommes dans les années 56 parce que nous sommes au lendemain des élections du 23 décembre 56, donc 56-57. Ni Ouandji ni Castor Ossandé ne sont au Cameroun. Voilà. Mais est-ce que Ouandjié
est déjà engagé dans la lutte, même s'il n'étant pas au Cameroun? Est-ce qu'il est déjà engagé dans le combat? Mais Wandji est dans la lutte depuis la création de l'UPC. Ce sont les historiques de l'UPC. Wandji, lui, quand Wandji va à l'étranger parce qu'il va en exil, ce sont les Wandji qui font les barricades. Je vous ai dit que quand il y a la réunion à Douala, il y a à Yaoundé, les Wandji vont prendre fuite. C'est bien qu'ils sont au Cameroun. Wandji était instituteur. On l'a affecté partout. L'autre était médecin. Ils sont dans la lutte depuis. Ils n'ont pas pris notre en marche. Ce sont les pères nationalistes. Ils sont dans tous les congrès. Quand Kwame Nkrumah organise le premier congrès des peuples noirs, les Wandji y sont. Voilà, Wandji c'est un historique du parti. Quand on l'appelle chef historique de l'UPC, c'est pas pour la beauté de la langue de Molière. C'est quelqu'un qui est là dès le premier jour. Ce sont les comment on va dire ça, ce sont les pères légendaires de la lutte. Et cependant, quelle était la position de Wungli Masaga? Parce qu'il est aussi évoqué et on va comprendre tout à l'heure pourquoi j'évoque sa position, parce que dans le retour de Wandji au Cameroun, l'histoire racontée par certains disent que Wungli Masaga est celui par qui Ernest Wandji revient au Cameroun. Il est au courant du retour d'Ernest Wandji au Cameroun avec les armes, mais c'est la femme de Wungli Masaga, qui était française, qui va signaler à l'ambassade française l'entrée sur le territoire camerounais de Ernest Wandji avec les armes. Et donc, à partir de ce moment, la traque commence sur Ernest Wandji. Oh, vous savez, chacun raconte ce qu'il a envie de raconter. Moi, je me fie sur les faits historiques. L'histoire, nous disait-on à l'école primaire, la connaissance du passé basée sur les écrits et sur la tradition orale. Et moi, je fais de l'histoire. Et quand on fait de l'histoire, on se tient à une certaine méthodologie. C'est-à-dire les sources, croisement de sources, vérification de sources, etc. Moi, ce que je sais, c'est que Ernest Wandji a été contacté par Monseigneur Ndokmo à la demande d'Aïdjo. Parce que Aïdjo était très inquiet, parce que Moumié faisait des choses. Moumié, c'était quelqu'un de très charismatique, il avait beaucoup de contacts à l'international, il avait soigné des enfants, des gens, y compris des colons. Donc, c'était quelqu'un de très charismatique et qui empêchait Aïdjo de dormir. Et il s'en est ouvert aux gens de Jacques Foucault. Mais une fois Moumié éliminé, Aïdjo était au courant d'Ernest Wandji, qu'il connaissait depuis l'EPS de Yaoundé, école primaire supérieure. Mais il connaissait son efficacité. Il dit à sa femme, c'est sur YouTube, il dit à sa femme, je vais gracier Ndokmo, je le méprise, je vais mettre Wandji à mort, mais je le respecte. Pour la constance, la loyauté, la fidélité de ses convictions. C'est un homme de conviction. Nous ne sommes pas du même bord, mais il a des convictions. Il croit en ce qu'il fait. Voilà. Mais, bon, Aïdjo est au courant du retour de Wandji. Parce que c'est Aïdjo, une fois que Moumié est mort, Aïdjo s'est dit, il faudrait que je ramène Wandji dans la voie officielle. Qu'il participe. Parce qu'il, comme il avait récupéré des gens comme Maï Matip, représentant de ce qu'on appelait l'UPC officiel, il pensait récupérer Ernest Wandji comme ça. C'est lui qui prend attache avec Monseigneur Wandji pour lui demander d'intercéder. Et Wandji va convaincre Ernest Wandji de revenir. Mais Wandji, lui, il était déjà, de toute façon, il avait prévu revenir au Cameroun pour mettre de l'ordre au sein du maquis parce qu'il y avait des dissensions entre les gens de Martin Sengap, etc. Il y avait des luttes internes, des luttes fratricides. Donc lui, il voulait venir. Mais quand il est contacté par Monseigneur Ndokmo, il prend la balle au bon. Mais il n'a pas l'intention de trahir. Mais les gens sont au courant parce qu'il revient au Cameroun par le Nigeria, en passant par Bamenda, tous ces endroits. Il y a des gens qui transportent des choses pour lui. Les armes, oui, mais ce n'est pas lui qui transportait ça. Lui, c'était un homme d'organisation, c'était pas un homme d'action, brutalité, c'était un stratège, Ernest Wandji.
Déjà, dès qu'il revient au Cameroun, on sent que la résistance reprend du poids de la bête. Donc, je ne saurais vous dire si c'est la femme de Mowgli Massaga qui l'a fait. Je n'ai pas cette version. Je me contente des faits qui sont à ma disposition. Je ne vais pas, à près de 70 ans d'écart, accuser des gens des choses dont je dispose de preuves. Je voudrais que les gens comprennent un peu la démarche parce que de temps en temps, on aurait à aller à gauche et à droite et de droite à gauche pour essayer d'avancer avec le sujet tout entier. Monsieur Jean-Pierre Dupont, il se dit, est-ce que, pas qu'il se dit, je préfère vous le demander parce que vous avez décidé de vous appuyer sur les faits et je vous fais confiance et d'ailleurs les faits sont têtus. Est-ce que il y a eu des négociations avec entre l'administration Ahidjo et Oumniobé pendant qu'il était dans le maquis pour qu'il essaie de faire une cessation de guerre dans le maquis et rejoindre l'administration camerounaise? Oh, il n'y avait pas d'administration Ahidjo. Il y avait... nous sommes avant les indépendances. Oumniobé a été tué en 1958, donc il n'y a pas d'administration Ahidjo. Oui, ce que vous appelez l'administration Ahidjo. Ahidjo fait de la figuration, c'est un pantin. Le type qui tire les ficelles, c'est le gouvernement, c'est le commissaire. Vous avez vu, André-Marie Mbida a été renversé par le haut commissaire Jean Rabadier, qui n'a fait que 3 semaines au Cameroun, mais suffisamment pour faire des dégâts. Donc Ahidjo, il interprète la partition que lui demande d'interpréter les colons. Le Cameroun n'est pas indépendant, c'est quand même. Est-ce qu'il y a eu des négociations avec Oumniobé? Oui. Il y a eu des négociations. C'est Monseigneur Thomas Mongo, évêque à Douala, qui prend attache de sa propre initiative. Il prend attache avec le gouverneur Pierre Mesmer. Il lui dit, écoute, je suis moi-même originaire, je suis moi-même Bassa, et ça me fait de la peine que les miens soient traités comme ça. Oumniobé, je l'ai connu à l'école protestant. Ce n'est pas un homme, il ne correspond pas à ce que vous dites de lui. Pourquoi ne me laissez-vous pas aller lui faire entendre raison? Le gouverneur lui dit, ça tombe bien. Prenez tous les moyens que vous voulez, je peux vous donner des ordres, je mets à votre disposition mon avion, le commandement, allez-y. Thomas Mongo va là-bas, il fait 2 jours avec Oumniobé. Il explique à Oumniobé, Oumniobé écoute, et Oumniobé lui dit, voilà ce que moi je veux. Les UPC ne comprendraient pas, etc. Le gouverneur veut ramener Oumniobé dans la légalité. Parce que lors des élections du 23 décembre 1956, il y a eu des candidats assassinés. Je vous ai parlé du docteur Delanguet, de Samuel Pouma. Donc il y avait des postes à pouvoir. Il y a des postes de députés à pouvoir. Donc il lui a dit, voilà, c'est le gouverneur qui parle, je peux le ramener dans le jeu légal, on va le faire élire, et il pourra faire la politique de façon légale et officielle. Donc Oumniobé dit qu'il va consulter l'état-major de l'UPC. Thomas Mongo retourne rendre compte au gouverneur. Il repart voir Oumniobé. Oumniobé lui dit, voilà, il faudrait enlever le premier ministre issu des yeux, qui était André-Marie Mbida, et même mettre moi premier ministre. Et parce que j'ai la légalité, j'ai la légitimité. Et le gouverneur lui fait dire, bon, nous comprenons, ça fait longtemps que vous êtes dans la bourse. Mais depuis que vous êtes enfermé dans la bourse, les choses ont beaucoup évolué. Donc un peu comme le discours que va tenir Donald Trump à Zelensky à la Maison Blanche, vous ne détenez pas les cartes. Voilà, donc ça ne dépend pas de vous. C'est nous qui vous finançons. Voilà, ça ne dépend pas de vous. Le rapport de force n'est pas en votre faveur. Voilà, donc ce que nous vous proposons, c'est de revenir dans le jeu légal. Parce que là, pour le moment, votre parti est frappé d'interdiction. L'UPC n'a pas d'existence légale. Donc, nous vous proposons de vous ramener dans le jeu légal et vous allez vous faire élire député. Et dans ce cadre, toutes les revendications que vous allez faire, vous allez le faire dans le cadre de la légalité. Donc, il consulte l'état-major de l'UPC, c'est non. Il va réussir à se rendre à Douala clandestinement. C'est Bébé et Idi qui envoie un camion. On va mettre un fût, il va se cacher sous le fût et on l'amène à Douala pour le soigner. Parce qu'il s'est fait opérer dans la clandestinité. Il y avait des moyens, on va dire quoi,
indigène. Donc, le bébé, il lui dit, le supplie, il lui dit, écoute, reste à Douala, ne pars pas. Donc, Oumioubé repart et il va trouver la mort 2 semaines après. Mais pourquoi est-ce que l'UPC, l'état-major de l'UPC, refuse la proposition faite par le colon? Est-ce que c'était parce que c'était loin de leurs exigences attendues, ou alors c'est parce qu'ils estimaient qu'il fallait une libération totale et une indépendance réelle? Mais on ne peut pas, comme a souvent l'habitude de dire Hachem Bembe, on ne peut pas juger ces gens 70 ans après. Ils ont agi dans le contexte de l'époque, avec les moyens qui étaient leurs. Et ils s'étaient dit que aller comme ça, sous la couverture du colon, ça allait apparaître comme avoir trahi les leurs. Ils tenaient compte du très grand nombre de nationalistes qui avaient perdu déjà la vie. Alors, eux, aller dans cette histoire, ça reviendrait à une trahison. Moi, à leur place, c'est-à-dire, je le dis, avec près de 70 ans d'écart, on serait peut-être allé, mais on ne peut pas apprécier. Nous n'étions pas là, mais je restitue les faits. Je ne juge pas, mais bon, vous avez les faits en gros et à vous de disposer comme vous souhaitez. D'accord. Cependant, les autres nationalistes qui sont à l'extérieur, on a Félix Moumié, on a Enes Wandié, on a Oussendi Afanda, Abel Kingé. Est-ce qu'ils organisent des rencontres entre eux à l'extérieur? Mais oui, ils organisent des rencontres, ils sont soutenus, on leur donne beaucoup d'argent, il y a des dissensions entre les pro-soviétiques et les pro-russes, il y a des querelles, mais ils se rencontrent. Et à un moment, quand même Nkrumah va taper du poing sur la table, il va leur demander de mettre de l'eau. Voilà, sort yourself out, il va leur dire au Ghana, parce qu'il voit qu'il y a des combats, il y a des rivalités qui minent les gens par rapport à la ligne à tenir, etc. Donc certains vont aller à Conakry, d'autres vont rester au Ghana. Lorsque M. Jean-Pierre Dupont ou Oumiobe décède, les conditions dans lesquelles il décède sont telles que décrivent en fait une trahison venant de la part de son estimé compagnon de route, M. Mahi Matip. Après le décès de Oumiobe, on a des faits qui disent que Félix Moumié était cependant dans une négociation à l'extérieur pour des recherches de moyens d'armes pour revenir au Cameroun. Comment vous pouvez, dans quel contexte vous pouvez nous expliquer la démarche faite par Félix Moumié pour rentrer au Cameroun, mener la bataille, et comment est-ce qu'il trouve la mort? Mais je vous ai dit que Moumié était quelqu'un de très charismatique. Et c'était un homme de contact. Oumiobe n'était pas un homme de show. Lui, il allait à l'essentiel. Moumié avait une personnalité expansive. C'était un bon vivant, il aimait l'alcool, il aimait la compagnie de belles créatures. C'était quelqu'un de très avenant, à la conversation agréable. Donc, Ahidjo ne dormait pas, parce que à l'international, il avait montré qu'Ahidjo était un pantin. Il a tenté même de faire des négociations avec Ahidjo en donnant certaines conditions, en disant voilà, on pouvait décréter un cessez-le-feu contre total, mais à condition de certaines choses et certaines choses. Et Ahidjo a répondu cela avec le mépris, mais Ahidjo agissant sous la dictée de ses maîtres conseillers. Donc, il est obsédé Ahidjo par la question de Moumié, parce que Moumié a envie, Ahidjo ne dormait pas. Il s'en est ouvert à Jacques Foucault.
Focard en a parlé aux gens du SDEC. Le SDEC, c'est l'ancêtre de la DGSE, le compte espionnage français. Et on a confié ça à l'opération Homo. Il y a une cellule qui s'occupe que des déminations des gens. Homo pour homicide. Et on a dit, écoute, il y a que le Grand Bill pour régler ça. Le Grand Bill, en fait, le Grand Bill, c'est quelqu'un de maigrichon, il traîne une patte claudiquant, William Bechtel. Il a fait les deux guerres, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Il a même fait la guerre d'Indochine, il a été blessé, mais il s'est retiré, il est journaliste en Suisse. Mais la fonction de journaliste est une couverture. Il fait vraiment des journaux, il écrit des articles intéressants, j'ai pu les obtenir, mais c'est une couverture qui d'abord lui permet d'échapper à la réputation d'espion et ça lui permet de voyager. Donc on confie la mission au Grand Bill, William Bechtel. Il apprend que Moumié est souvent à Accra. Donc, nous sommes aux environs du mois d'août 1960. Donc, il débarque à Accra, il se rend à l'état-major de l'UPC et il veut rencontrer Moumié. Moumié était très très méfiant. Il ne voyageait jamais à bord des avions français, il n'empruntait jamais des avions survolant les ex-territoires français. Voilà. Donc, il ne rencontrait pas n'importe qui. Mais les services secrets français savaient qu'il aimait les femmes et il aimait la compagnie de journalistes. Donc, c'est comme ça que débarque à Accra, en août 1960, William Bechtel. Il va à l'état-major de l'UPC et il veut rencontrer, il dit qu'il est journaliste. Les gens de l'UPC lui disent, écoutez, nous travaillons en collégialité. Ce que vous voulez dire à Moumié, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire à nous-mêmes. Et si vous avez des questions, vous les posez, on répondra. Il insiste, il dit, voilà, je pourrais l'aider, etc. Il finit par le rencontrer. Il se présente comme journaliste, Moumié parle beaucoup, Moumié se plaint du sort qu'il fait à son pays, il raconte l'historique, etc. Et l'autre l'écoute avec beaucoup d'intention. Il est venu avec du thallium. C'est un poison au plomb. Il tue lentement, mais il tue sûrement. Avec une petite dose, au bout de 48 heures, la victime est morte. Mais il voit qu'au Ghana, Moumié, c'était quasi chef d'État. Il cause des gars, les gars avaient un Nkrumah l'appelle de venir déjeuner. Et tout ça, devant l'autre. Bechtel s'est dit, c'est dangereux. Je ne peux pas agir ici. Si j'agis ici, je ne sortirai pas vivant. Il lui dit, ben écoutez, voilà ma carte. Déjà, pour appâter Moumié, il laisse percer ses sympathies socialistes, etc. Il dit, ben, à toute fin utile, je vous laisse ma carte de visite. Si un jour vous passez par Genève, contactez-moi. Je vous mettrai en contact avec les marchands d'armes, etc. Donc, nous sommes au mois d'août 1960. Août 1960. Voilà, août 1960. Octobre 1960, Moumié va à Genève. Donc, l'espion français apprend que Moumié est à Genève, mais il ne fait rien, il ne fait pas de démarche. Mais on a collé au cul à Moumié une espionne française qui s'appelle Liliane Fredly. Mais Moumié la connaît comme Natacha. C'est sa maîtresse. Moumié arrive à Genève, il fait ses affaires, il a commandé les armes et tout cela, tout est réglé, tout est en partance pour le Nigeria. Et il est sur le point de reprendre son avion pour Conakry. Et on informe l'espion. Ce sont les Français. La compagnie avec laquelle Moumié a voyagé, on va se débrouiller, on dit non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place avant une semaine. Alors Moumié, il s'est dit, bon, j'ai une semaine devant moi, tiens, j'appelle le journaliste qui m'a contacté au Ghana. J'appelle le journaliste. Celui-ci lui donne rendez-vous dans un restaurant pour déjeuner. Et à peine sont-ils installés, ils se mettent à commander à boire. Moumié commande le Ricard, c'est un apéritif. Et à peine est-il installé que le téléphone sonne. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. C'était la mode, même en France, vous étiez dans un restaurant et quelqu'un vous appelez. Donc on dit on appelle Moumié au téléphone.
Moumier va au téléphone, il n'y a personne. L'espion qui a sorti plein de photos, parce que Moumier est venu avec un étudiant camerounais qui est venu de France, Jean-Marie Chapien. Justement, on va en parler. Allez-y. Donc, il commence à montrer les photos à Chapien, et il le distrait, et il empoisonne le Ricard de Moumier. Donc, Moumier revient, il continue à causer, mais il ne touche pas à son apéritif. Tout le monde boit sauf lui. Il avait une bouteille d'eau de Perrier dans la poche, il enlève, il boit, il remet. Mais il ne touche pas à l'apéritif. On sert à manger, et on commande du vin. Alors, comme il n'a pas touché à son écart, on empoisonne le vin. Donc, en mangeant, il boit du vin, il parle beaucoup, il s'agite, parce que Moumier, quand on parlait du Cameroun, ça le mettait dans tous les états, il devenait hystérique. Il s'anime, il parle beaucoup, on commande encore beaucoup de vin. Et on avait dit à l'espion, à Bechtel, on lui avait dit, donnez-lui une petite dose. Parce qu'il ne faut pas qu'il vienne mourir en Suisse. Les Suisses n'aiment pas qu'on fasse ces genre de choses chez eux. Donc, donnez-lui une petite dose pour qu'il aille mourir à Conakry ou à Accra. On prétestera toujours une rivalité entre les factions camerounaises, parce qu'il y avait des rivalités, je vous ai dit, il y avait des morts avec des petites mains. C'est-à-dire, comme vous voyez sur les réseaux sociaux où les combattants s'étaient tapés dessus, c'était déjà la mort. Mais sauf qu'eux n'avaient pas les réseaux sociaux à l'époque. Il y avait des haines cultes, des recultes. Donc, les services secrets français étaient au courant de cela. On lui a dit, ben voilà, tu fais ça, il va mourir en Afrique. Et on va dire, voilà, ce sont des règlements de compte. D'ailleurs, il y a Kemadjou, si vous avez le temps, tout à l'heure, je vais vous lire un passage de ce que disait Daniel Kemadjou quand ils ont appris la mort de Moumier. Si ça vous intéresse, je le lirai tout à l'heure. Comment ils ont accueilli sa mort au Cameroun, parlant de lui comme d'un chien. Parlant, on a dit, voilà, c'est Dieu PC qui l'a tué, c'est la lutte des règlements, etc. Donc, bref, il a donc empoisonné une petite dose. Il se sépare, Moumier repart dans son hôtel. Vers 3h du matin, il est près d'un réveil. Il plonge tout de suite dans le coma. Donc, on appelle les médecins. Il se réveille entre deux comas. Il a le temps de dire le nom de la personne qui l'a empoisonné. Et il a aussi le temps de dire de quoi on l'a empoisonné, parce qu'il était médecin. Il dit, je pense que j'ai été empoisonné au talion. Mais si William Bechtel avait fait bien son travail d'espion, il n'aurait pas eu besoin de l'empoisonner. Parce que quand Moumier arrive au restaurant, il se plaint des maux d'intestin. Ce sont les effets du talion. Parce que si on vous empoisonne le talion, vous avez l'impression de vouloir aller aux toilettes. Voilà. Donc, il y a cela. Mais Moumier va être doublement empoisonné. Je vais même dire triplement. Parce que quand il a bu le vin empoisonné, rappelez-vous qu'il n'a pas touché au Ricard, mais au moment de partir, de quitter le restaurant, il avise le verre de Ricard auquel il n'avait pas touché, il le vide d'un trait. Le visage de l'espion se décompose. Il prend fuite, il va chez lui, dans la foulée, il ramasse ses affaires et il fuit en France. Mais parce qu'il sent qu'il a accéléré le processus de mort. Tout à fait. Il le pense, mais il ne l'a même pas fait. Mais je vais vous dire pourquoi. Il rentre chez lui, dans la panique, il ramasse ses affaires, il s'en va, il oublie une veste. Dans la poche de cette veste, il y a les traces du talion. Il y a un manuel qui explique comment étrangler quelqu'un, comment le tuer au talion, etc. Donc, mais des années plus tard, lorsqu'on va l'arrêter, la Suisse va faire un excellent travail, ayant fait l'autopsie en amont, même si l'espion français n'avait pas empoisonné Moumier, Moumier serait de toute façon mort. Parce que Moumier a déjà été empoisonné en amont par la Colguer avec qui il marchait, qui était agent double, travaillant pour les services secrets français et travaille également pour les services secrets tchèques. Les services secrets tchèques voulaient donner une correction aux services français qui les avaient doublés dans une autre affaire. Donc on l'a fait empoisonner en amont. Mais l'espion français, lui, ne savait pas ça. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, de double dose, comme vous avez vu, c'est une triple dose. Parce qu'arrivant au restaurant, Moumier se plaint des maux d'estomac. Donc, avant d'arriver au restaurant, il avait déjà été empoisonné. Il avait déjà été empoisonné.
Voilà. D'accord. Or, les Français voulaient l'empoisonner un peu, une petite dose, pour qu'il aille mourir en Afrique. Voilà. Or, même avec la petite dose, il serait de toute façon mort, puisqu'il a été empoisonné en amont. Wow. C'est intéressant tout ça. Et pendant ce temps, il trouve la mort en territoire suisse. Oui, il trouve la mort en territoire suisse quelques jours plus tard quand même, hein, parce que il a été empoisonné à la fin du mois d'octobre. Donc il va mourir début novembre, 3 novembre exactement. Il est à l'hôpital, il va mourir à l'hôpital. Il a ingurgité une triple dose de façon séquencée. Donc il meurt en territoire suisse. La Guinée, dont il portait un passeport diplomatique, réclame son corps, etc. Le gouvernement camerounais réclame aussi le corps par cynisme. Ils vont faire tout un boulot là-dessus. Si je retrouve un document, là, je vous parlerai de ça. Enfin, la réaction des autorités camerounaises. Mais il meurt en territoire suisse. Et c'est ce qui ne plaît pas aux Suisses, parce que les Suisses n'aiment pas qu'on vienne faire ce genre de choses chez eux. Cependant, avant qu'il ne meure, est-ce que la rencontre au Caire, parce qu'il se dit qu'il y a eu une rencontre au Caire entre les nationalistes, donc avec la présence de Hossein Diafanda, est-ce que Hossein Diafanda rencontre Félix Moumié là-bas avant qu'il ne meure, ou Félix Moumié ne faisait plus partie des nationalistes qui se sont rencontrés au Caire parce qu'il était déjà mort? Oui, mais si la rencontre a eu lieu, et il est évident, si la rencontre a eu lieu après sa mort, il est évident qu'il n'est pas là pour des raisons naturelles. Mais c'était le président de l'UPC. Toute rencontre ayant eu lieu pendant son vivant, il était là-bas forcément. Il était souvent avec France Fanon. Vous connaissez France Fanon? Je le dis parce que je ne sais pas, on ne sait pas si la rencontre qui a eu lieu, Félix Moumié y était. C'est pour ça que je demande s'il y était. Non, il y a eu plusieurs rencontres au Caire. Ah, d'accord. N'oubliez pas que le Caire, c'est l'endroit où ils étaient quand ils ont quitté le Cameroun via le Soudan. Et que Nasser leur avait donné un bureau, il leur donnait beaucoup d'argent. Dans les rencontres au Caire, il y en a eu plusieurs. Je pense que c'est là-bas que King est mort. Abel King est certainement mort là-bas. Donc ce n'était pas un événement exceptionnel. Ils fonctionnaient comme un véritable contre-gouvernement, un gouvernement en exil. Il était tout le temps en compagnie de France Fanon, l'auteur de Les Damnés de la Terre, masque blanc pour noir, ou alors pour noir masque blanc. Voilà, il est même venu récupérer la dépouille. Il était à Genève après la mort de Moumié. Donc au Caire, quand il y avait des réunions, lui, il était là. C'était lui le président de l'UPC. C'était la figure emblématique. Quand il y avait des réunions au Caire, en Guinée, au Ghana, c'était lui. Je vous ai parlé tout à l'heure de son charisme. C'était un homme très très charismatique, avec des relations. Il avait des amis comme les Ben Barka, celui qui a été assassiné par les services du roi du Maroc. On a coulé son corps sur le béton, qui avait organisé un grand truc sur le panafricanisme. Donc Moumié, c'était pas n'importe qui. Donc, quand il y avait des réunions au Caire, il était toujours... D'abord, il était un ami personnel de Nasser. Et Nasser leur avait donné un siège là-bas. Alors, voilà, il avait un domicile à Conakry où il a finalement été enterré. Il avait une base à Accra, chez Kwame Nkrumah, qui était un ami personnel. Après la mort de Moumié, est-ce que les rencontres se tiennent toujours? Après la mort de Moumié, il y a une réunion où on décide que Ernest Ouandji doit repartir au Cameroun pour fédérer tout le monde. Il arrive au Cameroun en 1961, mais il y a une réunion. L'état-major est paniqué. Donc, on s'est réunis pour voir la stratégie à adopter. Donc, après, Ernest Ouandji décide de... L'état-major estime que Ernest Ouandji doit rentrer au Cameroun pour fédérer. Est-ce que Hossein Diafanda rejoint le Cameroun avant ou après Ernest Ouandji? Non, après Ernest Ouandji. Ouandji, c'est 61. Hossein, c'est dans les années 64, 65, 66. Avec le changement des régimes au Congo. On a renversé la belle Fulbert Hulou
Massamba Deba est là, c'est un ami à Castor Sandé. Donc c'est après, il va là-bas, pourquoi? Parce que Wendy est déjà dans le Mongo. Donc il faut diversifier les maquis. Donc lui, c'est le troisième maquis, c'est lui de l'Est, le front de l'Est. Voilà. Mais ils sont ils ne sont pas dans une logique de rivalité, mais ils sont dans une logique de, comment on va dire ça, il fallait diversifier les diversifications. Voilà. Mais Castor Ostandé Afana, c'est longtemps après Wandji. Wandji, c'est le premier qui revient après la mort de Mounier. D'accord. Donc, il faut dire que Wandji revient avant tous ces gens. Mais cependant, puisque vous avez parlé de multipolarisation du combat. Et puis Wandji c'est le patron, hein, c'est le patron de Castor Ostandé Afana, parce que ils avaient le sens de la hiérarchie et le sens de la discipline. Voilà. C'était très organisé. Voilà, Wandji c'est le patron. Bon, avec le recul, vous lisez ça comme ça, c'était un vrai gouvernement. D'ailleurs, quand on arrête Ernest Wandji, il dit c'est le président du Cameroun qui vous parle. Voilà, donc Wandji, c'est le patron de tout le monde. Quand on fait des choses, on se confie à lui. C'est lui qui donne des directives. Parce que je vous ai dit, on a eu le CNO, mais on a eu le CDNK, défense du sinistre du Cameroun, c'est Martin Senga. Mais après, on va faire une fédération qui va donner l'armée de la libération nationale du Cameroun, ALNK, voilà, Cameroun avec K, je vous ai expliqué pourquoi l'autre jour. Voilà. Donc, ces gens sont dans une voie de discipline. Je ne parle pas des bandits, des casseurs qui viennent et qui n'ont rien à voir là-bas dans la politique. C'est comme vous et moi, nous organisons une manifestation à Paris pour protester contre quelque chose au Cameroun. Nous sommes sur une démarche politique. Et vous avez des bandits qui n'ont rien à voir là-dedans, qui viennent casser pour voler des bijoux. Mais on nous met ça sur le dos. Voilà. Mais alors qu'ils savent très bien que nous, ce n'est pas notre démarche. Il y a eu des casseurs, ils disent, mais voilà, c'est pourquoi, voilà vos politiciens, voilà ce qu'ils font. Ils étaient très organisés. Il y avait un respect de la hiérarchie. Cependant, comment est-ce que Wunli Masaga, qui est celui qui tient l'UPC dans le sud, comment est-ce qu'il mène sa démarche dans la lutte? Lui, il est dans une idée complémentaire. Il est dans une idée complémentaire, mais c'est un radical. Je crois qu'il est des temps, je ne sais pas s'il est des Tanzans chinois ou russes, mais c'est un idéaliste. Il n'est pas dans la démarche diplomatique, c'est un idéaliste, et il s'est dit qu'on ne peut pas attendre la libération, la liberté du colon. La liberté, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. Donc lui, il est dans cette démarche. C'est un radicaliste, oui, il a des stratégies, etc., mais c'est un homme qui ne fait pas de compromission. Ni compromis d'ailleurs. Avant le retour de Ernest Wandji au Cameroun, comment est-ce qu'il réagit face à la mort de Félix Mounier et comment est-ce qu'il... quel est son ressenti? C'est pathétique. C'est pathétique parce qu'à la morgue à Genève, il est par terre. Il est couché par terre, il tape la tête contre le sol. C'est France Fanon qui lui dit Émile, parce que son nom de combat c'était le camarade Émile. Il lui dit Émile, tu fais pas ça, pas devant les femmes. Parce qu'il y avait la femme de Mounier, Wandji, il est inconsolable. Et il met la main sur le cercueil, il dit je vais te venger. En Suisse? Oui, en Suisse. Il dit je vais te venger. C'est les King qui le portent. King et l'engueule. King lui dit mais écoute Ernest, sois un homme. Ne pleure pas comme ça. Il pleure, il y a la mort partout qui sort. Il est inconsolable. Inconsolable. Il met la main sur le cercueil pendant longtemps. Il dit président, va en paix. Je jure, je vais te venger. Voilà. Pourquoi est-ce que il est appelé par son petit nom Émile? Est-ce que c'est en référence à quelqu'un ou ça a été... Non, c'est son nom de guerre. C'était en référence avec rien du tout.
Non, 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 c'est son nom de guerre. On l'appelle le camarade Émile. C'est son nom. Ils avaient tous des noms de guerre. C'était des révolutionnaires. Hein. Je vous rappelle que c'était. Là, nous pouvons nous asseoir et en parler en mondiovision. Mais c'est des gars qui ont subi des épreuves physiques difficiles, des privations. Quand on arrête Ernest Ouandji, parce qu'il s'en va dans une plantation pour prendre des fruits, des sèves de cacao. Il n'a pas mangé depuis 25 jours. Voilà, c'est des gars qui ont donné. Mais quand je vois des gens, les petits plaisantins comme Elimbi, les traités de bandits, c'est des gens qui ont souffert ça, donc qui ont porté le combat dans leur chair. Quand on l'arrête, c'est parce qu'il va dans un champ de cacao pour prendre les sèves de cacao pour les sucer. Il n'a pas mangé depuis 25 jours. Voilà, donc c'était des guerriers, c'était des combattants au sens propre du terme. Et ils avaient des noms de guerre. Celui de Oumniobert, c'était le Podol. Le Podol, c'est l'homme qui porte la parole des siens. Des siens. Voilà, ambassade, voilà ce que ça veut dire. C'était le Podol. Et quand il parlait c'est des gens qui n'aimaient pas le végétarien. Quand on demandait à Oumniobé, quand on demandait à Oumniobé qui est le patron de l'UPC, il disait c'était Moumié. Et quand on disait à Moumié que Oumniobé dit que c'est pour le patron, il dit mais dites à Moumié d'arrêter ses conneries. Le patron, c'est lui Moumié. C'est des gens qui ne personnalisaient pas les choses. Il y avait l'intérêt du Cameroun avant, l'intérêt de toute une nation. Et je vous ai dit que Oumniobé a beaucoup instruit les Camerounais. Il a formé les gens pour qu'il n'y ait pas de dérive. Il leur a dit, bon, il n'y a pas un mot dans nos langues qui